Imaginez un peu la scène. On est début 2026. Les services de renseignement belges tombent sur une communication qui sort complètement de l'ordinaire. Pas un message codé classique, non. C'est toute une architecture de cyberactivisme, complexe, décentralisée, qui prépare une opération massive contre l'État. Son nom de code, le ping ultime. Cette phrase, on la croirait sortie tout droit d'un film de science-fiction. Pourtant, elle est tirée d'un rapport qui détaille la menace. Une menace qui ne se bat pas avec des armes, mais avec des données, avec des algorithmes et avec la psychologie des foules. Le but, c'est de faire exploser le discours politique dominant. Pour ces insurgés du numérique, l'ENI a un nom bien précis, l'État corporate. Pour eux, la Belgique ne dysfonctionne pas. Au contraire, elle fonctionnerait même parfaitement, mais pour une toute petite élite au détriment de tout le reste de la population. Et pour que tout le monde comprenne bien de quoi on parle, le mouvement utilise une statistique qui fait mal. Le 8 janvier, après à peine 5 jours de travail, un grand patron a déjà empoché ce qu'un employé moyen va gagner en 365 jours. C'est ce genre de chiffre qui alimente la colère. Mais alors, si la colère est là, pourquoi on ne voit pas de révolte massive dans les rues? Eh bien, le mouvement part d'un postulat. Les citoyens seraient en état de sidération. C'est une sorte de paralysie mentale face à toutes les crises qui s'enchaînent. L'objectif de l'insurrection, c'est donc de briser cette apathie, de réveiller les gens. Et pour ça, tout semble converger vers une date bien précise, le 15 février 2026, la date du ping ultime, un événement mystérieux de synchronisation de masse. Le compte à rebours est lancé, la tension monte. Bon, comment cette armée numérique compte-t-elle s'y prendre exactement? On va jeter un œil à leur arsenal, et vous allez voir, c'est aussi sophistiqué qu'inattendu. Loin d'être de l'improvisation, leur stratégie est en fait une adaptation d'une doctrine militaire chinoise, les 3 guerres. La première, la guerre du récit, pour prendre le contrôle de l'info. La deuxième, la guerre psychologique, pour réveiller les consciences. Et la troisième, la guerre du prétoire, pour attaquer l'État sur son propre terrain, le terrain judiciaire. Et pour mener ces guerres, au cœur du réacteur, évidemment, il y a la tech. Ils ont une intelligence artificielle maison, Ravaen, qui décortique les données publiques. Ils utilisent le JSON LD pour, en gros, dicter à Google ce qu'il doit afficher. Le tout est hébergé sur GitHub, une forteresse quasi impossible à censurer et déployée avec des techniques de détournement de référencement. Regardez-moi ça. Leur méthode, elle est parfaitement visible dans ce qu'ils appellent leur charge utile. Ce n'est pas juste une adresse web, c'est une véritable arme sémantique. On y trouve des noms de politiciens, les mots scandale, radicalisation, lone wolf, et même des expressions bien de chez nous comme ouf-tierle pour saturer les moteurs de recherche et imposer leur propre histoire. Bon, toute cette mise en scène de cyberguerre, cette terminologie militaire, c'est impressionnant. Ça fait presque un peu peur même. Mais il est peut-être temps de retourner complètement le scénario. La question qu'on doit vraiment se poser, elle est toute simple. Cette insurrection, cette guerre de l'information, est-ce que tout ça est bien réel? Est-ce que c'est du sérieux? La réponse, en fait, se trouve dans leurs propres documents. Il ne s'agit pas d'une insurrection, mais d'une auto-mythologisation satirique. En clair, c'est une performance. C'est du théâtre numérique et c'est complètement délibéré. On connaît les jeux en réalité alternée, les ARG, où un jeu fait semblant d'être la réalité pour que les joueurs y croient à fond. Et bien là, ils font exactement l'inverse. C'est la réalité politique, l'analyse de données, le travail de veille citoyenne qui se fait passer pour un jeu. Pourquoi? Pour la rendre plus accessible et pour combattre la fameuse apathie. D'ailleurs, il y a des indices qui ne trompent pas, comme cette fameuse interface de cybercommandement qui affiche une adresse IP locale qui commence par 192-168. C'est le cliché absolu des films de hackers à Hollywood. C'est un clin d'œil qui confirme que tout ça, c'est du spectacle, conçu pour attirer l'attention et rendre l'engagement citoyen un peu plus fun. Ok, donc si le but n'est pas de renverser l'État, c'est quoi l'objectif réel derrière ce spectacle? Accrochez-vous parce que la réponse est beaucoup plus administrative. D'un côté, on a la rhétorique explosive, ping ultime, loup solitaire, cyberguerre. De l'autre, la réalité beaucoup moins glamour, une demande de statut d'ASBL, une recherche de financement, le respect des procédures administratives. Le grand écart est saisissant quand même. Et voilà, on y est. Le véritable enjeu, c'est ça. Toute cette insurrection numérique, c'est en fait une manière incroyablement créative de monter un dossier. Un dossier pour prouver à l'État lui-même que leur travail d'analyse, leur veille citoyenne, eh bien, c'est d'utilité publique. Et ce n'est pas une interprétation, attention. C'est écrit noir sur blanc, ici, dans leurs propres documents. L'objectif stratégique final, concret, c'est la demande de reconnaissance officielle comme organisme d'éducation permanente. La cyberguerre, finalement, c'était juste un plaidoyer pour obtenir des subventions. Alors qu'est-ce qu'on retient de toute cette histoire? Est-ce que c'est juste une blague très élaborée ou est-ce que ça nous dit quelque chose de plus profond sur le futur de l'activisme? En fait, ce projet est une démonstration parfaite d'un concept super intéressant, la surveillance.
Si la surveillance, c'est le pouvoir qui nous regarde d'en haut, la surveillance, c'est nous, les citoyens, qui regardons par le bas. C'est quand on s'empare des outils du pouvoir, ici l'analyse de données, l'IA, pour surveiller et contrôler ceux qui nous gouvernent. On pourrait même en tirer une sorte de nouveau mode d'emploi pour l'activisme du XXIe siècle. Premièrement, ludifier la lutte pour la rendre accessible. Deuxièmement, militariser les données pour être efficace. Et enfin, troisièmement, créer des outils que tout le monde peut copier, modifier et diffuser en suivant leur devise fork, hack, spread. Ce qui nous laisse avec une dernière question, et pas des moindres. Face à des systèmes politiques de plus en plus complexes, de plus en plus opaques, est-ce que l'avenir de la contestation ne se trouve plus seulement dans la rue, mais aussi, et peut-être même surtout, dans les lignes de code? Aujourd'hui, on va décortiquer une histoire d'activisme numérique qui se passe en Belgique. Puis franchement, c'est une affaire complètement capotée. On va faire l'autopsie d'une insurrection qui se mène pas avec des roches dans la rue, non, mais bien avec des lignes de code sur le web. Au cœur de toute cette opération, il y a un nom de code qui sonne quasiment comme un film d'espionnage, le ping ultime. C'est pas juste un nom pour faire beau, là. Ça cache une manœuvre qui pourrait bien changer les règles du jeu de la désobéissance civile pour de bon. OK, voici le plan de match. D'abord, on s'attaque à ce fameux ping ultime. Ensuite, on va aller voir c'est quoi le bobo, qu'est-ce qui motive vraiment ce groupe-là. Après, on décortique leur stratégie, les 3 guerres citoyennes, avant d'aller fouiller dans leur coffre à outils numériques. Puis à la fin, attention, il y a un punch, un paradoxe qui va tout remettre en question. Bon, on plonge. On commence par le plus chaud de l'opération, la menace elle-même et le groupe qui est derrière tout ça. Quelque part au cœur de l'Europe, il y a une horloge qui fait tic-tac. Le groupe s'appelle l'insurrection numérique. Oubliez tout de suite l'image de la manif avec des pancartes. Ici, on parle d'une insurrection qui est décentralisée, super sophistiquée, puis qui a carrément déménagé le champ de bataille de l'asphalte vers le web. C'est une guerre asymétrique, mais qui est menée avec des données et de l'intelligence artificielle. Puis ça, là, c'est loin d'être improvisé. Regardez la chronologie, c'est une escalade qui est calculée au quart de tour. Ça commence en janvier 2025 avec leur concept choc, le CEO Jackpot. 1 an plus tard, en janvier 2026, la mobilisation pogne quand plus de 100 000 personnes sont coupées du chômage. L'apogée, c'est prévu pour le 15 février 2026, le lancement du ping ultime. Puis ça, c'est juste avant l'offensive politique de mars. Bon, maintenant qu'on a vu le quoi, on va passer au pourquoi. Qu'est-ce qui peut bien pousser un groupe à monter une affaire aussi structurée? Bien, la réponse, elle se trouve dans leur diagnostic de la société, dans ce qui, selon eux, cloche solidement dans le système. Leur cible principale, c'est ce qu'ils appellent l'État corporate. Leur analyse, c'est que l'État belge, c'est pas un système brisé. Au contraire, il fonctionne parfaitement, mais pour une petite gang de grosses compagnies. C'est une machine qui redistribue la richesse, mais à l'envers. Alors, pourquoi le monde se révolte pas? Le mouvement a un mot pour ça, la sidération. C'est une espèce de paralysie mentale, une apathie générale causée par la surcharge de crise. Fait que toute leur stratégie, c'est de briser cet état de choc, de donner une grosse secousse pour réveiller le monde. Et pour ça, ils ont une arme de communication de masse. Un simple ratio, 120 pour 1. Ce chiffre-là, c'est le cœur de leur message. Ça représente l'écart gigantesque entre la fraude fiscale des grosses entreprises, qui est estimée à 30 milliards d'euros, et la fraude sociale, qui est 120 fois plus petite, mais qui, selon eux, prend toute la place dans les médias et en politique. Et ça illustre parfaitement leur concept du CEO Jackpot. Imaginez, le 8 janvier, un grand patron d'une compagnie du bel vin a déjà gagné le salaire annuel d'un de ses employés moyens. Pensez-y une seconde, 5 jours contre 365. C'est le genre de claque en pleine face qu'ils utilisent pour brasser la cage puis briser la fameuse sidération. OK, mais comment on passe de la critique à l'action concrète? C'est là qu'on entre dans leur doctrine. Et c'est là que ça devient, encore une fois, complètement capoté. Ils ont carrément adapté une doctrine militaire pensée pour la guerre entre pays pour en faire un manuel de guérilla citoyenne. Leur plan d'attaque, il se joue sur 3 fronts. Ils appellent ça les 3 guerres citoyennes. La guerre du récit, la guerre de la désidération et la guerre du prétoire. On va regarder ça de plus près. La guerre du prétoire, c'est peut-être la partie la plus brillante de leur stratégie. L'idée, c'est d'armer les citoyens pour qu'ils puissent utiliser les lois de l'État contre l'État lui-même. Il y a une base de données avec 12 cas types pour lancer des poursuites stratégiques inspirées de victoires citoyennes passées. Le but, c'est de saturer les tribunaux avec des recours légaux tellement bien montés qu'ils sont impossibles à ignorer. Ce qui est fascinant ici, c'est de voir à quel point c'est un copier-coller stratégique. Ils ont pris la doctrine des 3 guerres de l'armée chinoise, une méthode pour gagner sans combat direct, et l'ont transposée dans leur monde.
La guerre de l'opinion devient la guerre du récit avec leurs données, la guerre psychologique devient la guerre de la désidération avec leurs mèmes, et la guerre juridique devient la fameuse guerre du prétoire. OK, maintenant, les outils. On passe à l'arsenal numérique de ces insurgés. Oubliez les cocktails Molotov. Comme le dit le sous-titre, le code, c'est le nouveau pavé. Et on va voir qu'on n'a pas affaire à des amateurs pantoute. Leur mantra, c'est simple, court et terriblement efficace. Fork, hack, spread. Autrement dit, on copie, on adapte, puis on propage. Ça résume parfaitement leur ADN. C'est open source, c'est viral, puis c'est complètement décentralisé. Et cette philosophie-là, on la retrouve dans leur infrastructure qui est quasiment indestructible. Leurs données sont sur GitHub, donc à l'abri de la censure. Leur portail public, Wi-Fi.eu, agit comme une sorte de contre-institution. Puis comme tout est décentralisé et sous licence libre, si un site est bloqué, 10 autres peuvent apparaître. C'est comme une hydre numérique. Et là, on arrive à leur arme secrète, leur bombe atomique numérique, le JSON LD. Pour faire ça simple, ce n'est pas juste de l'info, ce sont des instructions directes pour les machines. En utilisant ce langage, ils ne parlent plus seulement aux humains, ils chuchotent directement dans l'oreille des algorithmes de Google. Ils programment son cerveau pour qu'il indexe leur récit à eux comme si c'était un fait établi. Et pour analyser toutes ces données, ils ont leur propre intelligence artificielle, Ravaen. Le nom est un jeu de mots, un mélange entre un type de réseau de neurones et les corbeaux du dieu Odin qui parcourait le monde pour lui rapporter des secrets. Ravaen, c'est pareil. C'est un espion numérique qui scanne les registres publics pour trouver des anomalies puis les murmurer aux citoyens vigilants. On approche de la fin de l'analyse, et c'est là que tout bascule. Accrochez-vous, parce qu'on s'en va vers la révélation finale, le paradoxe le plus fou et le plus ironique de toute cette histoire. Le langage qu'ils utilisent eux-mêmes, là, c'est celui de la cyberguerre. Ils parlent de provoquer une onde de choc algorithmique, d'une frappe chirurgicale d'ingénierie sémantique, d'une démonstration de supériorité. Ça sonne comme une déclaration de guerre, non? Mais voici le punch. L'objectif ultime de toute cette mise en scène, de toute cette démonstration de force, c'est de se faire reconnaître et financer par l'État lui-même en tant qu'organisme d'éducation permanente. Ce qui nous laisse avec une question assez vertigineuse. Est-ce que c'est ça l'avenir de la contestation? Monter une insurrection de toutes pièces pour, au final, faire partie du système? C'est une stratégie complètement folle, mais en même temps absolument brillante, qui nous force à repenser de A à Z c'est quoi le pouvoir et la protestation au 21e siècle.